Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous ai sélectionné un petit colo dans mon Vitro 1, donc, que j'ai pas mal avancé, sur le thème de l'union, puisque pour celles qui ne le sauraient pas, aujourd'hui, c'est pas juste voilà, la vidéo du dimanche classique, c'est une vidéo du dimanche qui va s'intégrer dans un ensemble un petit peu plus vaste, à savoir le coloraton. Donc le coloraton, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une initiative, alors je sais plus si c'est pas Audrey Mogg, je pense que c'est elle, qui a lancé voilà, une idée, à savoir enchaîner les vidéos colo sur tout un week-end. Et ben moi, voilà, de toute façon, le dimanche matin, vous avez toujours une vidéo, donc je me suis dit, bah voilà, je pense au créneau là. J'ai pas pu le faire en direct, c'est pour ça que vous avez une première, mais normalement, je suis dans le chat, j'espère en tout cas. Et bah, sinon, n'hésitez pas quand même à vous saluer les unes les autres, hein, de toute façon, c'est toujours un moment convivial et de partage. Donc j'ai choisi un colo dans le Vitro parce que c'est plus facile pour moi de parler et de colorier dans ce livre. Voilà, parce que je suis un petit peu moins concentrée. Et bah écoutez, c'est parti, hein. D'abord, je voulais juste voilà, vous expliquer vite fait ce que je pensais faire. Donc j'ai sélectionné des combos, mais je ne sais pas si ça va être bien. Donc je vous explique. Je voudrais dans le fond faire un effet un petit peu pierre précieuse, comme le fait très bien Marine Art, mais à ma technique, à ma façon à moi, parce qu'en fait elle le fait, mais c'est très long, alors que moi voilà, je le fais de façon un petit peu plus, vous voyez, un petit peu plus feignant, mais bon voilà, ça rend quand même pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc je vais faire ça dans le fond, mais en rouge. Je vais faire la tenue de la bête, bah bleu, puisqu'il est bleu. Et je vais faire la robe de Belle en jaune. Donc je vais juste tester mes combos pour être sûr que voilà, ils passent, qu'ils sont corrects, et que ça va avec leurs différentes tenues. Et puis c'est parti. De toute façon, je pense que je vais commencer par... je vais arriver par le fond. Donc c'est pas du tout des tutos, vous le savez, vous me connaissez. Moi je débute aussi dans le coloriage pour celles qui arrivent ici, parce que peut-être que certaines voilà, ont vu juste les différents créneaux horaires et se sont dit ah tiens, elle fait une vidéo, c'est qui, voilà. Bah écoutez, bienvenue sur ma chaîne si c'est le cas. Je me présente parce que je pense que voilà, c'est bien de savoir un peu à qui on a affaire. Donc je m'appelle Lucille et moi je colorie depuis le confinement 2020. Donc vous voyez, en fait je vais faire ça dans chaque case, et puis ensuite je viendrai avec le noir faire un trait comme ça, un trait comme ça, un trait là par exemple, hop. Ensuite je repasserai avec le foncé pour fondre un peu le noir. Après c'est peut-être pas le meilleur noir pour faire ça, mais j'ai plus de drawing. Il aurait fallu que j'ai un crayon noir un peu plus gras peut-être. Et puis bah après je passerai du blanc un peu partout et vous allez voir que ça va le faire à peu près, je pense. J'espère. Est-ce que j'essaye mes autres combos aussi, comme ça je suis pas surprise au moment où je commence à colorier. C'est peut-être pas mal aussi. Alors, donc c'est les brutuneurs. Je vous donnerai les couleurs si ça vous intéresse. C'est lui le plus foncé. J'utilise les brutuneurs dans mes vitraux parce que c'est des crayons auxquels voilà, je tiens pas spécialement. Et voilà, dans les vitraux quand même on fait plein, voilà, on appuie pas mal. Enfin moi en tout cas j'appuie pas mal. Je m'applique moins, on va dire, que dans mes vraiment très beaux livres type Anna Carlson, Clara Markova, tout ça. C'est pour ça que je me permets de prendre voilà, des crayons que j'aime un peu moins. Et puis de toute façon j'ai envie de les user parce que c'est vraiment les crayons, je pense, de ma collection que j'aime le moins. Ensuite, pour la robe de Belle, on va commencer par du brown olive. Alors ouais, vu comme ça, on se dit, mais elle est pas comme ça la robe de Belle. Elle est pas d'une couleur dégueu comme ça. Mais en fait, je pense que... Quoique peut-être que je peux commencer directement par le ginger, sans passer par lui. Hop, ensuite, le light orange. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais, et puis un jaune. Hop, un jaune, un jaune. Voilà, bon, pour la robe, je pense que ce sera pas mal. Alors là, le dégradé est très moche, je vous rassure, ce sera un petit peu mieux que ça quand même. Donc cette petite feuille, hop, on la laisse là. Celle-ci, on la met là pour pas que ça déborde. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que je pensais faire sur cette vidéo. Donc, je vais regarder quand même si vous êtes bien cadré, puisque avec le retour, c'est pas évident. Bon, normalement, on est bon, hein. Donc, en rouge, je fais, donc je récapitule. En rouge, je fais donc cette zone tout derrière. Cette zone-là, je pense que je la ferai plutôt en bleu. Et ensuite, les petits tours comme ça, je fais toujours en doré. Alors, soit je ferai l'effet doré, comme ici, soit je ferai ma team flemme, comme ici, et j'utiliserai de l'encre. Voilà, ici, j'ai même pas bien utilisé. Bon, on verra ça. Voilà, de toute façon, on n'y est pas du tout encore.
Donc c'est parti pour le rouge. Et en fait, donc déjà, merci pour ceux qui sont là, qui participent dans le chat en direct. Et en fait, voilà, je me suis dit que pour cette vidéo un peu spéciale, j'avais envie de faire différent de ce que les autres allaient faire. À savoir que les autres, j'imagine qu'elles vont faire des color and chat pour celles qui sont en première, et pour les autres, des tutos, du direct, tout ça. Comme moi, je suis pas en direct, c'est un peu compliqué de faire ça. Et donc je me suis dit que comme je suis là le dimanche matin, sur peut-être des moments où il y aura moins de monde, j'allais faire un petit peu, vous savez, comme ce qu'on trouve sur les radios, les émissions un peu culture, que les gens écoutent pas trop ou écoutent vite fait en se préparant, tout ça. Donc je vais faire ça aujourd'hui, je vais essayer, voilà, puisque vous le savez peut-être pour ceux qui me suivent, j'ai pas que le colo comme passion dans ma vie, j'aime aussi beaucoup l'histoire, d'où voilà, le fait d'être prof d'histoire géo, parce que voilà, l'histoire c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et c'est vrai que si avec mes enfants j'ai un peu moins le temps de lire des livres historiques, des trucs comme ça continue de m'intéresser. Et il y a des historiens qui, entre guillemets, vulgarisent un petit peu l'histoire. Enfin, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, c'est-à-dire qui essayent de rendre accessible à tous des trucs qui paraissent hyper complexes comme ça. Et ben il y en a un d'entre eux qui est pas qu'un vulgarisateur, c'est un chercheur vraiment très très reconnu, que j'aime beaucoup personnellement et que je trouve très accessible, qui s'appelle Michel Pastoureau. Donc là vous vous dites mais pourquoi elle va nous parler d'histoire, Michel Pastoureau, c'est quoi cette histoire? C'est que pour celles qui connaissent peut-être cette personne, en fait il est spécialiste de l'histoire des couleurs. Et je me disais que ça allait très très bien dans cette histoire de coloriage, puisque la couleur, on sait à quoi elle ressemble aujourd'hui, mais en fait c'est avec nos normes de la société actuelle qu'on la connaît, parce que sinon voilà, la couleur c'est quelque chose qui est très subjectif à travers le temps. Et donc je me suis dit que ça serait sympa voilà, de vous faire un tout petit historique des couleurs. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, parce que je pense qu'en 1 heure de temps, j'aurai pas le temps de tout vous raconter. Hein. Voilà, déjà de base, je ne suis pas assez savante pour tout vous raconter, mais alors là, en 1 heure, ça va être un peu mission impossible. Mais voilà, si ça vous intéresse, et peut-être que je referai une petite session de ce type, donc n'hésitez pas à me le dire. Et si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à me le dire aussi, parce que voilà, il en faut pour tous les goûts, et c'est pas un truc qui reviendra régulièrement, mais sait-on jamais si ça peut vous intéresser. Donc Michel Pastoureau, pour vous le présenter quand même, parce que voilà, quand on utilise les thèses d'un historien, c'est bien quand même de le citer, de le présenter vite fait. C'est donc un historien qui à la base est spécialiste du Moyen-Âge. Donc en histoire, vous avez 4 grandes périodes. En fait, on découpe le temps en 4 grandes périodes. Donc l'Antiquité qui va de l'écriture du début de l'écriture, les premières écritures qu'on a retrouvées quoi, jusqu'en 476, chute de l'Empire romain d'Occident. Ensuite, vous avez l'époque médiévale. L'époque médiévale, c'est ce qu'on appelle un peu vulgairement le Moyen-Âge, donc ce qu'il y a entre ce moment de l'apogée de l'Antiquité jusqu'à ce moment de la Renaissance, donc la redécouverte de ces savoirs. Alors les historiens, ils n'aiment pas ce terme Moyen-Âge parce que ça dénigre un peu la période, alors qu'en soi, voilà, on fait aussi des trucs bien au Moyen-Âge, enfin, à l'époque médiévale du coup. Je me contredis toute seule. Et en fait, voilà, celle-ci, elle va donc de la chute de l'Empire romain d'Occident jusqu'en 1492, parce que c'est la découverte évidemment de l'Amérique par Christophe Colomb, mais c'est aussi la prise de Grenade, donc la reconquête espagnole sur les prises musulmanes. Et enfin, en Espagne, hein, et bien sûr l'époque moderne, donc qui va de 1492, la Renaissance si vous préférez, jusqu'en 1789, Révolution française. Donc ce découpage-là, il vaut que pour la France, hein, parce que 1789 pour les Anglais, ça a peu de sens. Hein. Pour eux, leur révolution à eux, c'est 1689. Donc c'est pour ça que voilà, ça a du sens pour nous, mais ça n'a pas du sens pour tous les pays. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. Et enfin, les périodes contemporaines qui commencent donc à la Révolution française pour la France et qui se terminent pas en fait. Hein. On n'a pas encore mis de borne chronologique à cette période, même s'il est évident que nous aujourd'hui, on a très peu à voir avec les sociétés, enfin nos sociétés actuelles ont très peu à voir avec les sociétés de 1789, donc il est évident que le découpage va être modifié, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Donc bref, voilà, ce découpage historique, il date du 19e siècle, et donc forcément, on peut le remettre en question grandement, mais en tout cas, en histoire, on doit se spécialiser, et lui, il est spécialiste d'histoire médiévale, donc voilà, cette période qui va de 476 jusqu'en
1492, mais il fait une histoire globale, c'est-à-dire qu'il parle de tout, en fait, de toutes les époques, et ça j'adore, parce que je trouve que voilà, c'est moins cloisonné l'histoire, et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Donc, il est spécialiste d'héraldique. Alors là, vous dites, mais qu'est-ce que... Mais pourquoi elle parle de ça? C'est bizarre, c'est bizarre cette vidéo. Mais je vous assure, c'est intéressant. Hein. Franchement, je trouve que ça en jette de parler de ça et tout. Ça, voilà, ça, j'aime bien. Voilà. Donc, il est spécialiste d'héraldique. L'héraldique, pour ceux qui ne savent pas, c'est la science qui étudie les armoiries. Donc, les armoiries, c'est tout ce qu'on peut retrouver comme blason ou comme symbole pour représenter les grandes familles, les dynasties, les villes, tout ça. Ou les professions même. Et il est aussi spécialiste de sigillographie. Donc la sigillographie, c'est l'étude des sceaux. Donc les sceaux, vous savez, les sceaux, pas les sceaux qu'on amène à la plage, hein. Les sceaux qu'on utilise pour signer des lettres, enfin pour fermer des lettres à l'époque. Voilà. Donc sur ce, alors pour tous ceux qui sont historiens, pour tous ceux qui sont très érudits, on va dire, hein, qui connaissent plein de trucs et tout, il est évident que moi, je n'ai pas la science infuse, d'accord. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui sait tout, au contraire, voilà, j'apprends chaque jour, voilà, et même si je fais des petites erreurs, n'hésitez pas à me le dire, hein, voilà, de le dire à tout le monde en commentaire, c'est très intéressant, mais on n'est pas obligé de le faire dans l'agressivité, vous voyez, parce que souvent les gens qui font des vidéos un peu comme ça, où on reprend des trucs historiques et tout, il y a toujours des gens plus intelligents et qui savent mieux que tout le monde, qui laissent un petit commentaire, genre c'est du tout comme ça que ça se dit, c'est pas ça, c'est pas gna. Oui, peut-être, je dis pas que moi je sais tout sur tout, c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, c'est juste, voilà, c'était faire une petite vidéo un peu différente sur le thème de la couleur, dans le cadre du coloraton union, voilà. Donc sur ce, comme c'est l'union, hein, on va être sympa entre nous, voilà. Donc... Michel Pastoureau, il a fait aussi, donc, puisque dans l'héraldique, tout ça, il étudie forcément la couleur choisie par la grande famille qui fait son blason, on va dire. Il a fait une série de livres sur les couleurs. Donc il a commencé par le bleu, ensuite il y a eu le noir, le vert, le rouge, le jaune, le blanc, puisque pour lui, en fait, il y a 6 couleurs de base. C'est pas les couleurs de la physique en fait, c'est les couleurs des sciences sociales, les couleurs qui existent avant finalement qu'on sache que la lumière se divise en spectres des couleurs. Donc ça c'est des découvertes de Newton 1666 en gros. Donc avant ça les couleurs existaient, les gens voyaient les couleurs, c'est juste qu'ils les voyaient pas, ils les classaient pas dans le même ordre. Voilà. Et donc il y avait 6 couleurs principales entre guillemets, 5 ou 6 couleurs secondaires qu'on va citer aussi. Et en fait moi je vais vous demander de me donner votre couleur préférée, puisque souvent en fait ils commencent ces livres par là, en fait, par demander, pas par demander, mais par s'appuyer sur des études qui demandent aux gens leur couleur préférée. Alors moi ma couleur préférée en soi, si je dois choisir, c'est le bleu canard qui tire vraiment sur le vert, voire cette couleur là, celle de mon pull. Mais cette couleur là, c'est pas une couleur pour lui, c'est une nuance. Pour lui les couleurs, donc il y en a 6 principales, c'est pour ça que je vous demande de choisir entre les 6, puisque c'est les 6 où il a écrit son livre et donc on connaît plus de trucs, enfin en tout cas il a expliqué plus de choses dessus. Donc les 6 couleurs, on va dire principales pour lui, c'est le bleu, le vert, le rouge, le jaune, le blanc, le noir. Donc le blanc, le noir sont pas des couleurs, blablabla, voilà, ça c'est un discours de physicien en fait, parce que le blanc, le noir, moi je les vois, donc j'estime que c'est des couleurs quoi. Bref, surtout dans le coloriage, on les utilise tout le temps, on se rend bien compte que ce sont des couleurs. Donc du coup, ma question, c'est parmi ces 6 couleurs, quelle est votre préférée? C'est pour voir si vous êtes dans la... Comment dire, dans la... Vous faites partie de cette grande majorité, voilà, d'Européens, enfin d'Occidentaux plutôt, puisqu'il appuie ses études que sur l'Occident, hein, il ne s'appuie pas du tout sur l'Orient, sur l'Océanie, ou sur l'Afrique, ou sur même l'Amérique du Sud. C'est vraiment l'Occident, c'est-à-dire les pays d'Europe occidentale principalement, donc de l'Ouest, et les États-Unis, le Canada. Puisque voilà, c'est de ça qu'il est spécialiste, tout simplement. On ne peut pas tout savoir, encore une fois, même les grands chercheurs ne savent pas tout. Et donc, qu'est-ce qu'on disait? Je disais que oui, qu'en fait, depuis 1880, il y a des enquêtes d'opinion qui existent sur quelle est votre couleur préférée. Donc, quelle est la couleur préférée des Occidentaux. En fait, c'est posé depuis les années 1880. Et en fait, les résultats sont très, très, très réguliers depuis cette date. Donc, moi, personnellement, ma couleur préférée, donc si je ne peux pas choisir en nuance de couleur, mais si je dois déterminer une couleur, c'est pas le vert, c'est le bleu. Voilà, pour moi, ces couleurs qui tirent vers le vert, en fait, elles sont bleues et pas l'inverse, à savoir le vert qui tire vers le bleu. Vous voyez, mais je suis sûre qu'il y en a parmi vous.
Pour eux, les couleurs type bleu canard et tout, c'est vert. Enfin, vous les voyez vert, ou en tout cas vous interprétez que c'est vert, mais moi j'interprète que c'est bleu, donc ça c'est très 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 subjectif. Donc moi, ma couleur préférée, on va dire, c'est le bleu. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire, et comme ça je vais vous donner les résultats des enquêtes d'opinion qui tombent depuis quand même 140 ans, et depuis 140 ans en fait la tendance est stable, c'est-à-dire que c'est toujours la même couleur qui revient en couleur préférée, et le classement est sensiblement identique, donc je trouve ça assez fou, en fait on a les mêmes goûts que ce qu'on avait il y a 140 ans. Donc la couleur préférée à 45 voire 50% selon certaines années, c'est le bleu. Donc je fais partie de cette immense majorité des Européens, des Occidentaux qui préfèrent le bleu. Donc si c'est aussi votre cas, bah écoutez, bienvenue parmi les moutons. Et après vient le vert, généralement entre 15 et 18% de personnes. Donc je ne sais pas si vous êtes nombreux ici en barre d'infos à préférer le vert. Et ensuite viennent le rouge, le noir, le blanc et en dernier le jaune. Alors est-ce qu'il y en a des teams jaunes ici, donc qui préfèrent la couleur jaune? Moi j'avoue j'aime bien le jaune, ça me dérange pas du tout comme couleur. Moi ma couleur que j'aime le moins, je dirais que c'est le rouge. Voilà, mais sinon franchement le jaune, je comprends pas pourquoi les gens n'aiment pas le jaune. Mais par contre lui il a des petites théories dans son livre. Alors celui-là je l'ai un peu raté, hein. c'est pas très joli. Voilà, je vérifie juste que vous voyez quelque chose. Ouais, celui-là il est pas foufou, hein. Donc on va rajouter plein de blanc ici je pense, tout à l'heure. Donc du coup comme c'est le bleu qui revient en premier, je me suis dit que j'allais commencer un petit peu mon petit laïus sur les couleurs en partant de la couleur bleue, puisque bah, voilà, c'est la préférée de la plupart des gens, et puis c'est aussi le premier livre qu'il a écrit. Enfin voilà, je trouve ça intéressant. Il faut savoir, ou pas, on s'en fiche, mais je le dis quand même, je sais pas si c'est... Je pense pas que ce soit secret d'état, parce que Michel Pastoureau il fait beaucoup de conférences et trucs comme ça, et donc voilà, ces idées on les trouve un peu partout. Donc je sors mes petites notes, parce qu'évidemment j'ai pas tout dans ma tête non plus, hein, j'ai besoin parfois de m'appuyer sur ma petite trace écrite, puisqu'en fait voilà j'ai relevé dans ces ouvrages des trucs que je trouvais intéressants, voilà, ou dans ces pas interviews mais dans ces conférences, puisqu'on trouve sur YouTube des conférences de Michel Pastoureau. Et c'est vrai que moi voilà, autant j'adore regarder des vidéos colo, autant parfois bah, je sais pas, j'ai envie de me plonger dans un truc un peu plus intellectuel. Voilà. Donc du coup je regarde ça, pas que lui, hein, mais voilà, je regarde des trucs un peu histoire, puisque moi c'est mon truc, mais voilà, on peut regarder d'autres choses. Sur YouTube c'est l'avantage, on trouve vraiment de tout, et ça c'est trop cool. Donc au niveau de la couleur bleue, donc il faut savoir que c'est une couleur qui est assez récente entre guillemets, puisque bah voilà, hein, quand on regarde les premières traces de mise en couleur et tout, exemple les grottes, voilà, les choses comme ça, c'est pas du tout le bleu qui revient, mais plutôt le rouge ou l'ocre, donc le jaune. Le bleu c'est une couleur qui est pas très connue entre guillemets, ou pas très utilisée, parce que pas maîtrisée certainement, avant on va dire le 12e, 13e siècle. Sinon avant, en fait, il y a tellement peu de sources qui parlent du bleu que, et ça c'est rigolo, que certains historiens, mais des temps anciens, c'est-à-dire de l'époque médiévale ou même de l'époque moderne, se disent peut-être que les Romains, les Grecs ne voient pas le bleu. Vous voyez, n'importe quoi, enfin, tout le monde voit la même chose. C'est avant qu'on sache que tous les hommes sont pareils, enfin, vous voyez, toutes les recherches sur la génétique, tout ça, donc ils avaient très peu de connaissances sur leurs ancêtres, et c'est vrai que voilà, on peut faire n'importe quelle théorie, hein, quand on a peu de connaissances, et voilà, et donc pour eux, peut-être, potentiellement, les Romains, les Grecs ne voyaient pas la couleur bleue, puisqu'ils n'en parlent pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, nous, il y a des choses, enfin voilà, moi je sais pas, vous le bleu, ça vous fait penser à quoi? Dites-moi en commentaire. Moi le bleu, personnellement, on dit bleu, je pense directement à la mer, quoi. Enfin, je pense que c'est aussi une déformation professionnelle, c'est-à-dire que j'ai fait de la géo, et en géo, dans le code couleur, tout ce qui est en rapport avec l'eau, bon, on utilise le bleu. Mais en fait, c'est complètement erroné, c'est-à-dire que nous, dans notre société actuelle, il est acquis que l'eau est bleue, mais c'est pas le cas, en fait, l'eau elle est transparente et elle prend la couleur de ce qu'il y a en dessous. Donc quand on n'avait pas des belles piscines avec le liner, je sais pas comment ça s'appelle, enfin, bleu au fond, bah l'eau elle rendait pas bleu, quoi. Si vous avez un liner vert, elle sera verte, l'eau. Et la mer, c'est vrai que j'habite au bord, donc je la vois souvent. Et maintenant que je me fais la réflexion, elle n'est pas bleue, la mer, elle est souvent verte. Donc voilà, c'est intéressant de savoir que pour les Romains, pour les Grecs, la mer, elle n'est pas bleue, l'eau, elle n'est pas bleue. Et le ciel non plus, il n'est pas bleu. Parfois il est bleu, mais souvent il est gris, il peut être rose, il peut être jaune. Enfin voilà,
ça dépend de la lumière, mais c'est vrai que nous, c'est ancré dans nos sociétés que le ciel est bleu, voilà, c'est même une expression. La mer est bleue, mais non. Voilà, donc donc chez les Grecs et les Romains, le bleu, c'est pas une couleur noble non plus, c'est pas une couleur voilà, qui est très prisée, et c'est pas une couleur qu'on maîtrise non plus, donc forcément on l'utilise assez peu. Ils préfèrent le rouge, on y reviendra peut-être tout à l'heure, j'espère avoir le temps, parce que j'ai l'impression que je blablate, mais je me suis inscrite que sur 1 heure, donc peut-être que ça va déborder un petit peu, on verra. Donc voilà, donc le bleu c'est une couleur récente, et ce qui est intéressant je trouve sur le bleu, c'est que souvent aujourd'hui, je sais pas vous, mais le bleu on l'associe aux petits garçons ou aux garçons en général, voilà, même si de moins en moins dans les sociétés on essaie de moins en moins genrer, mais bon quand même c'est quand même un peu acquis que le bleu c'est pour les garçons et le rose pour les filles, alors que à l'époque médiévale, le bleu c'est une couleur féminine, c'est la couleur de Marie, donc le bleu marial, hein, comment dire, le bleu de la Vierge Marie. Et voilà, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est plutôt une couleur, on va dire, masculine. À l'inverse, c'était le rouge, la couleur masculine de l'époque... je vais y arriver. De l'époque antique, voire de l'époque médiévale, avec bah, voilà, le rouge guerrier, le rouge de la puissance, de la force, tout ça. Donc c'est assez intéressant de voir à quel point les couleurs, ça évolue, enfin en tout cas leur rôle dans la société peut évoluer. Donc le bleu, ça commence à être une couleur, on va dire, utilisée à partir du moment où un grand du royaume, ici nous, le roi de France, va commencer à l'utiliser tout simplement. Donc c'est évident en fait que à l'époque c'est comme aujourd'hui, c'est un effet de mode, c'est-à-dire que si une personnalité utilise une certaine couleur, bah, après elle devient populaire, et là c'est le bleu, voilà, qui n'était pas utilisé en fait avant le 12e, 13e siècle, et notamment le roi Philippe Auguste. Donc en fait, pour voilà, juste vous contextualiser, nous souvent on représente tous les rois de France en bleu avec cette espèce de tissu avec les fleurs de lys et tout. Alors que ça c'est en fait plutôt récent, enfin, récent on s'entend, hein. Mais voilà, c'est pas le cas de tous les rois. Exemple Charlemagne, on le représente en bleu. Enfin Charlemagne, je rappelle en plus, Charlemagne c'est pas le roi des Francs en fait, hein, c'est l'empereur d'Occident, donc c'est l'empereur aussi des Allemands, puisque sa capitale elle est à Aix-la-Chapelle, c'est Zaren aujourd'hui, donc c'est-à-dire une ville en Allemagne. Il est aussi le roi des Lombards, donc l'Italie. Enfin Charlemagne, nous on a l'impression que c'est notre roi, mais non en fait, hein, c'est le roi de toute l'Europe occidentale, donc voilà, ça souvent quand je dis à mes élèves, ils tombent des nues, oh non, Charlemagne c'est le nôtre, bah non en fait c'est pas le nôtre. Et donc il n'est pas du tout en bleu, et pourtant sur des représentations qu'on peut trouver dans des musées, il est en bleu. Pourquoi? Parce que c'est des représentations qui viennent après en fait. Mais le bleu, ça arrive au 12e, 13e siècle dans la garde-robe des rois de France, hein. Sinon avant c'est très peu utilisé, et encore c'est pas vraiment garde-robe, mais on va dire dans les symboles. De toute façon, les représentations c'est hyper intéressant parce que en fait on représente les rois au début de l'époque médiévale pas du tout comme ils sont physiquement, mais comme un idéal, comme une idée. Vous voyez, les enluminures par exemple qu'on retrouve dans les manuscrits, ça n'a pas pour but de montrer une réalité. Ça c'est très récent, c'est la Renaissance en fait qui demande de montrer que l'œuvre d'art montre une réalité. Avant, ça, en fait c'est juste lire une image, quoi. C'est-à-dire qu'on s'attend à retrouver des symboles précis, voilà, on fait lever un certain nombre de doigts au roi pour montrer une certaine idée, enfin voilà, c'est pour aider la lecture, mais c'est pas du tout pour faire joli en réalité, hein, parce que nous on a l'impression que c'est pour décorer, mais non, hein, les enluminures c'est pas vraiment pour décorer, c'est surtout pour expliciter le texte, et par là bah, on utilise des codes très spécifiques, et notamment voilà, des levées de doigts particuliers, des positions, tout ça. Et on ne respecte pas non plus la perspective, à savoir que voilà, le roi est toujours plus grand que les autres, et les personnes les plus importantes se trouvent toujours à gauche de l'image. Voilà, moi je trouve ça hyper intéressant. Mais bon, après, voilà, j'ai conscience que ça n'intéresse pas tout le monde, mais voilà, je l'ai dit, et je suis contente de l'avoir dit. Donc le bleu, qui donc devient la mode au Moyen-Âge. Et une fois que un des rois de France s'est saisi de cette couleur, bah forcément c'est copié partout, hein, c'est le principe de l'effet de mode. Et voilà, c'est intéressant de savoir que déjà à l'époque, voilà, si un grand le fait, bah, les autres copient, tout simplement. Donc le bleu, c'est une couleur qu'on peut obtenir avec plein de pigments différents, donc que ce soit le bleu pastel, l'indigo, ou encore des pigments qui coûtent très très cher. Donc le pigment le plus cher du bleu, il vient de Bactriane. Donc la Bactriane, c'est la région de l'Afghanistan actuelle, donc au Moyen-Orient. Et en fait, c'est le lapis lazuli, donc vous devez connaître certainement, donc pierre précieuse, hein, qu'on peut, voilà, avec laquelle on peut faire du pigment. Et donc ça, c'est vraiment
le plus cher. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, voilà, pour maîtriser la teinture, bien sûr, il faut être teinturier, vous voyez, on fait partie donc des différentes guildes. Et en fait, parmi les teinturiers, donc les teinturiers, je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, ils se trouvent souvent à l'extérieur des villes ou vraiment à l'extrémité des villes parce que ça sent vraiment très mauvais, hein, voilà, tout simplement. Et en fait, ils sont divisés en 2 catégories. Il y a ceux qui travaillent les couleurs qu'on appellerait nous aujourd'hui chaudes, à savoir le rouge, le jaune, voire même le blanc. Et ceux qui travaillent les autres couleurs, le noir, le vert, le bleu. Donc voilà, c'est déjà catégorisé entre guillemets parce que voilà, on travaille le pigment d'une façon différente en fonction de ce qu'on veut obtenir comme couleur. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, les nuances de bleu, vous voyez, on voit toujours les mêmes dans nos gammes de couleurs. Exemple, si je prends mes Brutfuners, hop, on va trouver à peu près les mêmes appellations. On voit pas, par exemple, le bleu lapis lazuli, ça n'existe pas. On l'appelle le ultramarine. C'est lui, je crois même que c'est celui que je vais utiliser. Je sais plus. Ah non, moi j'utilise le navy blue. Donc, le ultramarine, en fait, voilà, ça fait penser, comment dire, ça veut dire au-delà des mers. Et c'est parce que c'est cette couleur, ultramarin, qui vient du lapis lazuli, au-delà des mers. On a récupéré le pigment au-delà des mers. Vous voyez, c'est hyper intéressant de savoir pourquoi ça s'appelle comme ça. Par exemple, le bleu de Delft, moi je sais pas, mais pour moi, Delft, ça me faisait penser à Delphes en Grèce. Vous voyez, comme quoi on fait vite des raccourcis idiots, quoi. Ça me faisait penser au... Bon, je vais y arriver. Oui, donc au bleu de la Grèce. Mais en fait, la Grèce n'est pas du tout bleue. La Grèce devient bleue, la Grèce, le pays, devient bleu avec ce drapeau bleu et blanc seulement lorsque le roi de Grèce est un héritier de Bavière. Et en fait, dans l'héraldique, donc dans les blasons, les couleurs de la Bavière, c'est le bleu et le blanc. Donc en fait, la Grèce, elle n'est pas bleue et blanche à la base, elle est plutôt rouge, tout ça. Donc c'est intéressant aussi de voir à quel point on a les idées faussées par ce qu'on croit savoir en fait. Et donc voilà, donc le bleu de Delft ne vient pas du tout de Delphes, la ville grecque, mais en fait des Pays-Bas, voilà. Parce que voilà, ce bleu a été mis au point là-bas. Donc c'est intéressant puisque le bleu de Delft, on le voit aussi beaucoup dans nos je vais y arriver dans nos nuanciers, voilà. Et sinon, écoutez, je pense que c'est tout, hein, à peu près sur la couleur bleue. Je dirais que oui. Je sais pas. Si vous avez d'autres petites anecdotes sur la couleur bleue, écoutez, n'hésitez pas. Je trouve ça super intéressant de partager là-dessus. N'hésitez pas à me dire si vous avez appris des trucs. Voilà, moi je sais que j'aime bien toujours avoir des petits points de culture. Je trouve ça toujours assez intéressant. Voilà, donc me revoilà un autre jour, habillée différemment et surtout malade. Voilà, j'ai fait un petit autotest en ce début d'après-midi et il s'est avéré positif. Donc j'ai rendez-vous pour un PCR. Écoutez, hein, mieux vaut que ça tombe maintenant que pendant mes vacances, on va dire ça comme ça. Donc voilà, mes enfants sont à la maison avec nous et enfin à la maison, non, mon conjoint les a mis un petit peu dehors pour qu'ils se défoulent. Et puis moi je me profite pour finir cette vidéo, sinon je n'aurai pas l'occasion avant mon départ en vacances. Donc pour en revenir à notre sujet de conversation, d'ailleurs, écoutez, puisque vous êtes sûrement là dans le chat en direct, n'hésitez pas à me dire qui fait partie de la team Covidé et qui a été Covidé récemment, qui au contraire fait partie des irréductibles, enfin bref, ceux qui résistent encore. Moi j'étais encore parmi ceux qui résistaient. Je ne l'avais jamais eu. Alors pour le moment, j'ai qu'un rhume, donc bon, si ça reste comme ça, ça me va. Je vous avoue que j'ai pas envie d'avoir de tous ces trucs respiratoires et tout. Ça me branche moyen. Donc bon, écoutez, on verra bien, voilà. Donc j'en ai pour normalement une petite semaine d'isolement entre guillemets pour éviter de le refourguer à trop de gens. Heureusement, je continue à porter mon masque parce que sinon... Voilà. Donc sur ce, c'est pas du tout la question puisque je voulais qu'on parle aujourd'hui du rouge en finissant donc le fond rouge, voilà, de mon petit colo. Donc le rouge, c'est la 3e couleur qui revient dans les couleurs préférées. Donc moi personnellement, c'est pas du tout une couleur que j'apprécie, enfin pas du tout, c'est pas vrai. Je déteste pas le rouge, mais vous voyez, si je dois choisir un rouge à lèvres ou si tout ça, je prends pas du rouge en fait. Ça me... Je sais pas, c'est pas une couleur, ou alors peut-être j'estime que ça me va pas, j'en sais rien, mais c'est pas une couleur qui m'attire, voilà, jamais.
C'est comme ça, je n'apprécie pas trop le rouge. Le rouge, donc c'est une couleur qui est ancienne, donc c'est une des couleurs qu'on retrouve le plus tôt dans les traces archéologiques, donc notamment dans les grottes. Donc je sais pas pourquoi j'ai mis autant de noir sur les côtés, du coup ça fait pas beau du tout. Voilà comment, parce que je me souvenais plus comment j'avais fait, je pense. C'est pas grave, ça se verra pas une fois que ce sera dans le reste. Oui, donc du coup je vais renifler un peu, je suis désolée, je sais que c'est très agaçant. Et donc oui, le rouge c'est une couleur qu'on retrouve dès l'Antiquité, dès la préhistoire même, puisque dans les grottes, en fait, ils baignent avec ce qu'ils trouvent, et ce qu'ils trouvent, c'est des terres argileuses, ou pas d'ailleurs, qui sont souvent de couleur ocre, donc le jaune, ou de couleur rouge. Donc voilà, le rouge, c'est une couleur voilà, qu'on retrouve beaucoup dans les temps anciens, et c'est une couleur qui est considérée comme très noble aussi au départ. Donc par exemple, vous avez à Rome, dans l'Antiquité, l'empereur et puis globalement les gens qui font des carrières importantes en tant que politiciens qui portent le pourpre. Donc le pourpre, c'est un morceau d'étoffe rouge. Et puis rouge, en fait, dans les traductions, alors moi j'y connais rien en langue ancienne, mais apparemment dans les traductions, enfin dans les traductions, dans le latin et tout, ça a la même racine que le mot beau. Vous voyez, on a associé en fait tout de suite cette couleur au beau, au magnifique, voilà tout ça, donc à la grandeur, à la splendeur, et voilà, c'était un peu ça le principe de la couleur rouge, à savoir, voilà, c'est la couleur de la beauté, et en fait, et ça m'a vachement surprise, parce que bon, moi, je suis un peu, vous voyez, j'ai des clichés en tête, mais je pense comme tout le monde. Et pour moi, une robe de mariée, bon voilà, c'est blanc pour la pureté, c'est tout ça. Et en fait, le blanc de la pureté pour la robe de mariée, c'est très très récent en fait. Ça date du début du 19e siècle. En fait, avant, les mariées, elles s'habillent n'importe quelle couleur, mais elles doivent mettre quand même une belle robe, et souvent, leurs plus beaux vêtements, ils sont rouges, parce qu'en fait, la teinture rouge, elle est assez facile, entre guillemets, à obtenir. On a plein de colorants différents. Donc on a le rouge Garance, mais on a aussi, depuis la découverte de l'Amérique, la cochenille. Donc ça, c'est une petite chenille rouge qui fait une teinture hyper éclatante, hyper facile à travailler. Donc en fait, il faut savoir qu'elle se marie souvent en rouge, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque voilà, c'est la couleur, on va dire, de la couleur en fait qui rend les vêtements les plus beaux, entre guillemets. Enfin voilà, c'est la couleur qu'on arrive à avoir la plus éclatante, qui rend le mieux. Donc ça fait souvent les plus belles robes, et on met sa plus belle robe pour se marier. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai bien résumé et que vous avez compris ce que je voulais dire par là. Donc le rouge, en fait, c'est une couleur qui est très comment dire, ambivalente en fait. Soit c'est le beau, comme je vous le disais là, soit c'est au contraire l'inverse, le feu, le mal, voilà, le démon, enfin bref, tout ça. En fait, ils associent dans les temps anciens, mais pas dans toutes les civilisations, donc, mais chez les Romains aussi quand même, hein, ça a cette connotation, au sang, à la violence. Donc les Romains, leur dieu, on va dire, pas de prédilection, mais vous voyez, hein, ils se basent dans la mythologie sur Mars, puisque ce serait en fait, je sais pas si vous connaissez l'histoire de la fondation de Rome. Si, moi je trouve ça intéressant, après, voilà, c'est mon point de vue. Donc en fait, vous savez sûrement, Romulus et Rémus, deux jumeaux qui se battent, qui s'entretuent pour être le premier roi de Rome. Mais en fait, la mère de Rémus et Romulus, et c'est là que vraiment on se rend compte que l'histoire des Romains et des Grecs, c'est glauque au possible. En fait, elle serait née du viol de Rhea Silva, qui est une prêtresse du dieu Mars. Donc le dieu Mars, c'est le dieu de la guerre, qui est représenté en rouge, voilà, comme la planète Mars, comme tout. Et voilà, parce qu'en fait, le rouge représente un peu la guerre, mais sanglante. Vous voyez, c'est pas du tout... Voilà, il y a la guerre juste, Athéna, et puis il y a la guerre sanglante, Mars, mais pour les Grecs, c'est Arès. Comme Athéna, en fait, pour les Romains, c'est Minerve. Ils ont les mêmes... Ils ont les mêmes rôles à jouer à peu près, mais voilà, ils n'ont pas les mêmes noms. Donc voilà, toujours est-il que la couleur rouge, elle est associée aussi à la violence, à la guerre, donc pas que à la grandeur et à la beauté. Voilà. Au mal aussi, et c'est aussi pour ça qu'on a associé souvent les animaux roux ou les gens roux, donc voilà, qu'on estimait avoir les cheveux rouges, comme voilà, des personnes négatives ou qui servaient le diable et tout, parce qu'en fait voilà, on associe le rouge à ça.
Et notamment, c'est très présent apparemment chez les Vikings, avec le dieu Loki qui est représenté comme étant roux et qui serait voilà, quelqu'un d'instable. Voilà. Donc moi, je ne connais pas très bien la mythologie viking. J'ai vu la série que j'ai trouvée super bien, mais après, bon, ça s'arrête là. Donc je ne saurais pas vous dire, puisqu'il y a pas, je crois pas qu'il y ait de roux dans la série. Je sais pas. Bon, après, ceci étant dit, si on se fixe sur les séries et tout, c'est souvent n'importe quoi, parce que là, je suis en train de regarder les chroniques de Bridgerton, et donc, bah voilà, c'est censé être au tout début du 19e siècle, il me semble, hein. Oui, je crois. Et pourtant, il y en a plein qui sont, voilà, qui s'habillent, je crois que dans les mariages, ils s'habillent en blanc, donc voilà, comme quoi, hein, ils se sont pas bien renseignés. Euh, Donc voilà, et en fait, cette connotation un peu négative du rouge, qui existe déjà un peu dans l'Antiquité, va s'accentuer au Moyen-Âge. Donc voilà, la chasse aux roux, la chasse aux sorcières. Après, il y a des sources qui vont vous dire que bah non, en fait, voilà, on n'estime pas à l'époque que les sorciers sont roux, mais quand même, donc si on ne brûle pas les roux systématiquement, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même associé à une image assez négative. Apparemment, moi encore une fois, hein, je m'appuie sur une thèse de quelqu'un qui a travaillé pour moi, hein. Franchement, je ne serais pas capable de vous trouver les sources exactes de ces dires, mais bon, je lui fais encore une fois, je fais plutôt confiance. Euh, donc aujourd'hui, on voit encore un petit peu cet esprit un peu négatif du rouge quand on regarde un peu comment dire, bah, le rouge dans notre quotidien. Je sais pas, vous, le rouge dans votre quotidien, ça vous fait penser à quoi? Parce que moi, comme ça, quand on me dit rouge, je sais pas, je pense genre à coccinelle, enfin, vous voyez, des trucs, j'en sais rien, je sais pas, je saurais pas dire. Et en fait, apparemment, d'après Michel Pastoureau, le seul rouge vraiment qu'on trouve aujourd'hui bah, dans les villes et tout, enfin, les plus grosses touches de rouge, alors dites-moi si vous... dites-moi, vous là, le rouge, les plus grosses touches de rouge dans votre quotidien, vous les voyez où? Donc ça pourrait être les vêtements aussi, hein, mais d'après lui, c'est pas les vêtements. C'est pas les voitures non plus, parce qu'on pourrait se dire, il y a plein de voitures rouges. Non, c'est les panneaux de signalisation. Voilà. Et donc en fait, c'est souvent associé en plus à l'interdit. Donc finalement, on a gardé un peu ce côté, le rouge, comme couleur un peu danger ou quelque chose auquel il faut faire attention. Après, je me dis, c'est peut-être aussi parce que ça saute aux yeux, quoi. Le rouge, c'est aussi, bah, pour moi, les seules fois où j'utilise le rouge, entre guillemets, c'est quand je corrige. Et en fait, apparemment, maintenant, il y a plein de pays qui interdisent de corriger en rouge. Alors ça, j'avais déjà entendu. Même quand j'étais en formation, oui, corriger en vert, le vert c'est l'espérance, le vert c'est mieux, machin. On verra tout à l'heure la signification du vert d'après Michel Pastoureau, c'est pas trop l'espérance, mais bon, peu importe. Et voilà, en fait, il y a plein de gens qui corrigent plus en rouge apparemment parce que bah, c'est trop agressif comme couleur. Bon, personnellement, je me suis jamais sentie agressée par le stylo rouge, hein. Tout dépend de ce que vous écrivez, je pense, plus que la couleur que vous utilisez, mais voilà, c'est assez rigolo de voir qu'aujourd'hui, le rouge, c'est associé souvent bah, voilà, aux interdits, aux règles, tout ça, tout ça. Et je viens de déborder sur les cheveux de Belle, il va falloir que je rattrape ça. Et sinon, ce sur quoi il insiste pas mal quand il fait l'histoire de la couleur rouge, c'est l'histoire du petit chaperon rouge. Donc nous, en fait, on l'associe... Alors, le petit chaperon rouge, c'est une histoire très ancienne, et c'est pas spécialement Charles Perrault, enfin, vous voyez, c'est un conte oral à la base que tout le monde se raconte de génération en génération. Et en fait, dans l'histoire initiale, on n'est même pas sûr que le petit chaperon soit rouge. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, bah, il est rouge. Nous, aujourd'hui, on a tendance... Enfin, je sais pas, vous, c'est quoi le concept du chaperon rouge pour vous? Parce que moi, je l'ai fait, ce conte, parce qu'on avait étudié les contes de Perrault... comment dire, quand j'étais au lycée. Et en fait, elle nous avait expliqué, notre prof de littérature, voilà, les connotations du rouge, du pourquoi il était rouge, ce que ça voulait dire, tout ça, le loup, enfin bref, toute la symbolique en fait derrière tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vous comme symbolique. Moi, longtemps, on m'avait dit, bah voilà, le rouge, c'est la petite fille en gros qui est certainement plutôt une pubère et qui va découvrir bah, voilà, le sexe, tout ça. Avec le loup, qui serait donc l'homme, et voilà, le rouge qui représenterait bah, la fin de la virginité, etc., etc. Et en fait, d'après Michel Pastoureau, c'est pas du tout ça. Enfin, en tout cas, c'est pas l'origine de ça. Après, qu'on s'en soit saisi de cette façon et que la psychanalyse l'étudie de cette façon, pourquoi pas, mais pour lui, c'est pas ça l'origine. L'origine, en fait, c'est que en fait, le petit chaperon rouge rend visite à sa grand-mère au moment de la Pentecôte.
ou de Pâques, je sais plus. Il dit une fête religieuse, quoi, qu'on associe au rouge. Donc c'est pour ça qu'elle s'habille en rouge et qu'elle met sa plus belle tenue aussi, parce que c'est dimanche et que sa plus belle tenue, elle est rouge, comme la plupart des gens. Et voilà, en fait, ce serait juste lié à ça. Donc je ne sais pas, j'ai pas le fin mot de l'histoire, mais c'est sympa, je trouve, de voir des points de vue différents et des explications différentes. Et si ça se trouve, en fait, c'est juste le hasard. Pourquoi pas rouge? Et d'ailleurs, hein, pourquoi ce serait pas rouge, sa petite cape? Donc bref, voilà, je trouvais ça intéressant, ce petit conte que tout le monde connaît, et on sait pas toujours d'où ça vient. Donc sachez que, en fait, on sait toujours pas, mais qu'il y a plusieurs théories sur cette couleur. Donc voilà pour le rouge. Je pense que de toute façon je vais pas passer 10 ans sur toutes les couleurs, sinon je m'en sortirai pas. Je voulais juste parler vite fait du jaune, parce que le jaune, c'est la couleur la moins aimée. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un peu sa robe en même temps? Parce que sinon je vais faire tout le temps la même chose, c'est pas très fun pour vous. Donc je vais essayer de commencer sa robe, puisque comme ça je fais du jaune en même temps que le jaune, ça me paraît plus logique. Même si j'ai pas fait le bleu en même temps que le bleu, c'est pas grave. Donc du coup, pour ce qui concerne le jaune, donc cette couleur entre guillemets détestée. Moi je comprends pas, regardez, mon pull est jaune, mon élastique est jaune. J'aime bien le jaune, en fait. C'est pas une couleur que je porte très 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 souvent, quoique j'ai quand même pas mal de vêtements jaunes. Mais c'est vrai que c'est associé à des trucs pas toujours positifs. Après le jaune, donc, comme je le disais tout à l'heure pour le rouge, c'est une couleur très très ancienne qu'on maîtrise depuis longtemps, mais c'est une couleur qui souffre, d'après Michel Pastoureau, de sa proximité avec le doré. Et en fait, c'est comme si c'était une seule et même couleur à la base. Donc jaune et doré, ça se ressemble beaucoup. Et qu'en fait, le jaune avait pris tous les côtés négatifs et le doré tous les côtés positifs. Donc voilà, associé au soleil, à la chaleur, à la beauté, enfin tout ça. Donc le doré a repris tout ça. Et le jaune a pris tous les côtés un peu plus négatifs. Donc en fait, le jaune, à partir du XIVe siècle surtout, donc en fait, si vous voulez, quand le bleu commence à prendre une place prédominante, le jaune décline beaucoup et on l'associe à des choses vraiment négatives. Donc le jaune, c'est la couleur quand même, je sais pas à quoi ça vous fait penser là comme ça, le jaune dans la nature entre guillemets. Imaginez-vous, vous êtes au Moyen-Âge. ouais, on s'imagine des trucs sympas ici. Et en fait le jaune, pardon, pour eux, c'est associé à tout ce qui est liquide mais négatif entre guillemets du corps. L'urine, la bile, le pu, enfin ouais, tous des trucs hyper sympas. Et puis le mot jaunir, enfin voilà, le mot jaune, c'est pas quelque chose qui vend du rêve quoi. Genre le mot jaunir, c'est jamais très positif. Enfin voilà, quand vous jaunissez, c'est pas que vous devenez plus beau. Quand votre linge jaunit, c'est rarement signe de propreté. Enfin vous voyez, c'est pas un mot qui a une connotation positive. Et en fait voilà, tout ce qui vient du mot jaune, c'est jamais super. Voilà, c'est jamais super beau quoi. On n'en a pas trop envie généralement. Donc en fait, on a associé assez vite le jaune à tout ce qui était à des sentiments aussi négatifs. Donc déjà voilà, avec les trucs négatifs de notre corps, en fait on a fini par associer la couleur jaune à des trucs négatifs aussi en fonction des traits de caractère, des humeurs, etc. Et dans les péchés capitaux par exemple, le jaune, c'est lié à l'envie. Donc voilà, nous, on l'a, entre guillemets, vous savez, étendu à la jalousie de façon... à la jalousie de façon globale, voire même à la tromperie. Enfin voilà, c'est quelque chose quand même qui est pas super positif. Enfin, je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais moi, on m'avait dit quand j'étais enfant, si quelqu'un t'offre des fleurs roses, c'est qu'il t'a trompé. Enfin voilà, des trucs super sympa pour cette couleur, quoi. Mais les fleurs jaunes, c'est beau. Arrêtez de dénigrer la fleur jaune. Je sais pas si vous aviez entendu des trucs un peu comme ça. Peut-être pas forcément sur le jaune, j'en sais rien. On n'a pas forcément tous les mêmes références. Donc voilà, en tout cas, le jaune, c'est vite associé à l'envie, la jalousie, le mensonge, la tromperie, tout ça. Et notamment, on va l'associer dans les représentations médiévales à Judas. Donc, Judas, celui qui aurait dénoncé Jésus. Donc, pour réhabiliter le pauvre petit Judas, parce que le pauvre petit, peut-être pas non plus, mais voilà, Judas, il a dénoncé Jésus, mais Jésus lui a dit de le faire. En gros, Jésus savait que Judas allait le dénoncer. Donc voilà, ça c'est juste un petit rappel, on va dire, biblique, puisque souvent on s'empare du truc, on connaît pas vraiment la source et tout, voilà, comme tout le monde. Et donc voilà, c'est souvent associé à Judas, donc Judas qui est quand même perçu comme un personnage très 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 négatif pendant tout le Moyen-Âge, forcément. Et donc on va l'associer aussi aux gens
qu'on estime être, entre guillemets, comme Judas. Alors attention, hein, c'est pas mon point de vue à moi, on est d'accord, c'est en fonction des époques auxquelles ça se passe. Et au Moyen-Âge, voilà, Judas, on le considère comme un juif, et donc si Judas a voilà, vendu Jésus, c'est que tous les juifs seraient capables de le faire, hein, vous avez sûrement entendu ça, voilà, que les juifs avaient tué Jésus. Moi, je sais pas, après j'ai fait du caté, hein, donc bref, le raccourci est très très rapide, on va dire, sachant que c'est pas les juifs qui ont tué Jésus, hein, ce sont les romains, puisque ça se passe sous l'Empire romain. Mais voilà, donc la couleur jaune a été aussi associée aux juifs pour ça. Donc initialement, donc les juifs, ils ont toujours été marqués dans les sociétés, enfin à plein d'époques différentes. Au Moyen-Âge notamment, ils portent la rouelle. Alors la rouelle, c'est un espèce de cercle jaune. Donc voilà, et au XXe siècle, ils ont porté l'étoile jaune, donc c'est une couleur qui leur est entre guillemets associée. Voilà, c'est encore une fois, c'est culturel, on va dire, c'est lié. C'est pas le hasard, hein, mais voilà, c'est comme ça, on leur a associé cette couleur-là. Comment dire, le jaune, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez plusieurs façons de trouver une coloration jaune. Et je sais pas dans vos crayons si vous avez remarqué, mais souvent les jaunes, ils ont les mêmes appellations. Et par exemple, vous avez les jaunes cadmium. Donc voilà, moi personnellement, je connais rien aux teintures, aux trucs comme ça, aux pigments, voilà, je connais pas très bien. Mais dans son livre, Michel Pastoureau, il en parle, donc ça m'a interpellée en fait quand j'ai lu le jaune cadmium. Je me suis dit, ah mais oui, mais j'en ai plein des jaunes cadmium. Et en fait, les jaunes cadmium, ce sont des jaunes de très bonne qualité. Mais ce pigment cadmium, il coûte extrêmement cher, bien plus cher que d'autres pigments jaunes. Le pigment jaune, notamment qui tient pas bien, c'est le jaune chrome, mais il est aussi beaucoup moins cher. Et c'est le pigment en fait que Van Gogh Van Gogh va utiliser dans ses tournesols. C'est pour ça que ces tournesols aujourd'hui sont un peu passés, ils étaient beaucoup plus éclatants en fait à la base. Mais voilà, avec ce jaune de mauvaise qualité qu'il avait acheté, et le pigment a bougé. Donc c'était du jaune chrome qu'il a utilisé, alors que le jaune cadmium tient mieux. Je trouve ça hyper intéressant de savoir ça. Enfin, hyper intéressant. La fille, elle s'emballe. Non, mais je trouve ça intéressant de savoir ce genre de choses. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que les petites anecdotes comme ça, c'est toujours sympa à replacer. Voilà, bon, alors vous me direz, je peux pas le replacer avec beaucoup de gens, mais avec vous, je peux. Voilà, donc ça, c'est cool. Donc le jaune, c'est une couleur, encore une fois, qui si elle était plutôt positive, mais associée à l'or, parce que l'or n'a pas perdu toute sa splendeur, hein, on est d'accord, l'or à côté continue d'évoluer et d'être la couleur de la noblesse, la couleur voilà, richesse, tout ça. Mais le jaune, voilà, a été du coup passé comme une couleur vraiment négative. Et on essaie de la réhabiliter un petit peu avec certaines choses, parce que comme c'est une couleur négative, elle est assez peu utilisée finalement, on la voit peu. Et pareil, dans le paysage, vous, à quel moment vous voyez du jaune, voilà, même pas dans les panneaux de signalisation pour le coup. Moi, le jaune, je sais pas, j'aurais du mal à l'associer à quelque chose. Vous voyez, le jaune, en fait, maintenant, mais c'est à cause des événements, hein, je l'associerais au gilet jaune, voilà, la sécurité et tout. Mais sinon, j'aurais pas su. Et en fait, Michel Pastoureau dit que dans notre quotidien, le jaune, on le rencontre surtout avec la poste. Et c'est vrai, quand même, je la vois souvent, la poste, il me livre beaucoup de colis. Et en fait, il explique l'anecdote de pourquoi la poste est jaune. En fait, ça vient d'une famille italienne qui faisait des courses en fait d'un point à l'autre des Alpes apparemment. Enfin, je vous avoue que j'ai pas tout retenu, mais ça vient de là, donc je trouve ça marrant. Mais le jaune, il a été aussi, il a récupéré un peu entre guillemets de noblesse dans certains points, et notamment avec le Tour de France, puisque le Tour de France, le gagnant gagne le maillot jaune, et voilà, donc c'est associé du coup à quelque chose de plutôt positif, hein, d'accord, quand on gagne, c'est bien. Et voilà, et c'est une couleur qui, un peu comme pour les gilets jaunes, c'est une couleur qui se voit. Donc forcément, c'est une couleur qu'on va retrouver dans des choses qu'on a besoin de voir. Exemple, les balles de tennis. Et ça, je trouvais ça marrant. Je ne savais pas pourquoi les balles de tennis étaient jaunes. C'est parce qu'en fait, à la télé, à la caméra, elles ressortent beaucoup mieux que les balles blanches, par exemple. Donc c'est pour ça qu'ils utilisent des balles jaunes au tennis. Voilà. Donc le jaune, c'est pas une couleur qui, on va dire, est populaire, puisque c'est la couleur la moins aimée en Europe. Mais j'avoue que moi, j'ai du mal à comprendre, parce que le jaune, pour moi, c'est une jolie couleur, voilà, qu'on trouve dans la nature quand même, il y a plein de fleurs jaunes, c'est beau, enfin, voilà, je trouve que ça donne du peps, c'est frais. Moi, j'aime bien dans mes colos utiliser du jaune. N'hésitez pas à me dire si c'est une couleur que vous utilisez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous, les couleurs que vous utilisez le plus dans vos colos, parce que, je pense que parfois, ça va pas tellement avec nos goûts. Enfin, moi, le jaune, c'est pas ma couleur préférée, mais j'aime beaucoup l'utiliser, mettre des petites touches de jaune. Sinon,
Alors que ma couleur préférée c'est le bleu, bizarrement mes crayons bleus sont pas ceux qui sont le plus descendus. Ceux qui sont le plus descendus sont mes crayons couleur marron, chair, tout ça. Alors que j'aime pas ces couleurs-là. Enfin, vous voyez, si on me demande quelle est ta couleur préférée, je dirais jamais ah bah je trouve que le terre de Sienne c'est vraiment très beau quoi. Voilà, c'est pas du tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quels sont vous vos crayons de couleur que vous utilisez le plus, enfin vos nuances de couleur que vous utilisez le plus. Parce que souvent, bah, c'est pas forcément en rapport avec ce qu'on aime particulièrement. Après, les couleurs aussi que j'utilise pas mal, c'est le vert, enfin les verts de toutes sortes. Et donc le vert, voilà, ça va être, on va parler du vert du coup, c'est la couleur qu'on retrouve vraiment le plus dans notre quotidien, puisque bah, la nature est verte quand même, enfin moi en tout cas je la vois beaucoup. Après non, lui il dit que la couleur qu'on voit le plus c'est le gris, parce que tout est bétonné. Mais ça dépend où vous vivez, enfin moi j'habite à un endroit où il y a quand même pas mal de verdure, donc le vert c'est quand même une couleur à laquelle on est confronté, mais c'est une couleur qui a eu du mal à être conceptualisée, vous voyez. Dans les langues anciennes, en fait, vert c'est équivalent des plantes, de la nature, enfin voilà, on n'utilise pas le mot vert, le concept vert c'est un peu compliqué à... Voilà, il y a tellement de verts différents, vous voyez, c'est... Bon, voilà, on sait que c'est vert, mais on l'associe, bah, par exemple, aux plantes. Mais en fait, on n'en parle pas, on n'a pas le concept couleur verte, ça n'apparaît pas quoi, voilà, on ne dit pas une tunique est verte, enfin je sais pas comment expliquer, mais c'est pas un mot qui existe, et c'est pour ça en fait que, comme pour le bleu en fait, on le voit rarement dans les sources. C'est une couleur qui commence à apparaître dans les textes au Moyen-Âge et qui a une connotation très très négative qui est associée à l'instabilité. Mais voilà, c'est rigolo de savoir pourquoi c'est associé à l'instabilité. C'est parce que tout simplement c'est une couleur qui tient très mal et qu'on a beaucoup de mal à maîtriser en teinture. Donc voilà, comme le vert, en fait, vous le teignez une première fois, c'est beau. Et puis après, au bout de 2 fois où vous le lavez, la couleur passe ou ternit. Enfin voilà, on estime que c'est une mauvaise couleur. Voilà, c'est pas une bonne couleur parce que c'est pas une couleur qu'on maîtrise, qu'on arrive à travailler. Et ça, je trouve ça assez intéressant à savoir. Donc je sais pas, je vais pas l'utiliser celui-là, le ginger yellow, parce que en fait sinon ça va faire un effet un peu trop... pas tout à fait comme je voudrais. Donc on va plutôt utiliser celle-là, orangée. Puisque vous avez compris que moi je veux pas lui faire une robe jaune, mais une robe dorée, puisque le jaune c'est associé à quelque chose de négatif. Donc on va faire doré, hein, puisque le doré c'est positif. Ceci étant dit, la robe jaune de Belle, elle est jaune hein, dans le dessin animé, elle est pas dorée. Donc voilà, encore Disney, ils doivent pas connaître bien Mickey Passereau, je pense. Et ses théories sur les couleurs, pour avoir choisi une couleur jaune. D'ailleurs, les princesses en jaune, c'est assez courant parce qu'il y a Blanche-Neige aussi, je suis en train de réfléchir. Alors que des princesses en rouge, il n'y en a pas. Est-ce que vous avez des princesses en rouge? Soi-disant, c'est la couleur de la beauté et c'est les plus belles couleurs, donc elles devraient toutes être en rouge normalement. Il n'y en a pas une seule qui est en rouge. Je réfléchis, mais non, j'en vois pas. Attendez. Non, Aurore, elle est en rose ou en bleu. Il y a qui d'autre comme princesse un peu... je sais plus. Je sais plus, il va falloir que je me mette à la page parce que c'est bientôt Disney. Hein. Là, d'ailleurs, normalement, je suis rentrée hein, à l'heure où je vous parle. Donc bref, peu importe. En tout cas, voilà, le vert, parce que j'étais sur le vert, c'est une couleur voilà, qui n'a pas du tout bonne presse, on va dire, au moment où elle apparaît dans les textes, donc au Moyen-Âge. On l'associe donc à l'instabilité. En fait, c'est aussi parce que c'est une couleur qui était utilisée et maîtrisée aussi dans sa teinture, justement, par des peuples qu'on dit barbares. Donc les peuples barbares, ce sont des peuples qui parlaient pas, voilà, soit le grec ancien, soit le latin, hein, selon les époques où on appelle les gens barbares. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'ils sont moins évolués, hein, on est d'accord. À la preuve, ils maîtrisent beaucoup mieux la couleur verte. Et comme ils la maîtrisent mieux, ils la portent plus souvent. Et comme ils la portent plus souvent, on l'associe à eux. Vous voyez, on associe le vert aux Germains. Donc les Germains, c'est les ancêtres des peuples allemands, tout simplement. Voilà, donc c'est une couleur quand même qui peut être utilisée comme porteuse d'espoir, puisque nous on dit souvent le vert c'est la couleur de l'espoir, vous voyez, donc Michel Pastoureau essaie de chercher d'où ça venait cette histoire, et en fait c'est parce que on essaye enfin on essaye, non, on représente Sainte Marguerite, qui est la sainte patronne, on va dire, des femmes enceintes. Sainte Marguerite, on la représente souvent en vert. Donc voilà, on estimerait que ce serait la couleur aussi de la fertilité. Bon, après, je vous cache pas qu'ils faisaient quand même des trucs très bizarres niveau fertilité au Moyen-Âge. Hein. Je rappelle qu'il y avait des rites à faire. À certains moments du cycle de la lune, voilà, comme par exemple, je sais pas moi, s'insérer des trucs dans le vagin pour booster la fertilité. Enfin, vous voyez, bref, la couleur verte, c'est mignonnet par rapport à ce qu'ils pouvaient faire. Hein. Donc voilà, donc la couleur verte
associé à la fertilité. Et en fait, c'est vrai que dans certaines œuvres d'art, je ne sais pas si vous visualisez celle dont je parle, c'est celle où vous avez un homme et une femme qui se tiennent la main là, et la femme elle est enceinte, elle est en vert, je sais pas, en vert foncé. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Elle est assez connue cette œuvre. Et c'est vrai que voilà, du coup, vert, femme enceinte, ça a l'air de bien aller ensemble. Mais donc voilà, le vert c'est aussi c'était associé déjà au Moyen-Âge, donc à des choses, on l'a dit, plus négatives. Notamment si on prend les péchés capitaux, puisqu'on a dit pour les péchés capitaux, le jaune ce serait comment dire, l'envie, et ben le vert ce serait l'avarice. Et en fait, c'est vrai que le vert il est quand même parfois associé à l'argent, l'argent comme monnaie, hein, on est d'accord, comme le dollar par exemple, puisque le dollar il est vert. Et voilà, donc ça a peut-être un lien en fait, le fait que dans les temps anciens on estimait que c'était lié à l'avarice et que finalement le billet de dollar se retrouve vert, c'est un hasard un peu étrange, on va dire, drôle de coïncidence. Donc pour le vert, si on a du mal à maîtriser la couleur, c'est parce que en fait, les colorants verts sont issus de la nature et sont un peu instables, et donc on n'arrive pas à bien les travailler. Ils coûtent très peu cher parce qu'on les trouve partout, mais vous avez un vert qui va apparaître, on va dire, de meilleure qualité que les autres et qui va s'imposer en teinture aussi, c'est le vert malachite. Et ça c'est pareil, on les voit beaucoup dans nos gammes de crayons de couleur. Alors que à l'inverse, les plus instables sont les oxydes, comment dire, les verts oxydes. Donc c'est ce qui va donner nous les verts de gris et tout, moi les couleurs que j'adore, et aussi dans notre gamme de crayons de couleur. Mais le vert malachite c'est très beau aussi, hein. J'aime beaucoup le vert de toute façon en règle générale. Donc voilà, c'était intéressant de savoir quel pigment on va dire était le plus efficace pour le vert, puisqu'on l'a dit pour le jaune tout à l'heure. Voilà, donc du fait que le vert est changeant, on l'utilise, mais on l'utilise pas bien. Et en fait, on se rend compte aussi que ce sont les teinturiers du vert qui utilisent notamment les teintures à base de vert oxyde, voilà, qui veulent faire des verts de gris, qui développent le plus de maladies, parce qu'en fait, tout simplement, c'est toxique comme couleur. Voilà, mais on continue de la porter quand même. Vous voyez, on sait que ça va nous rendre malade, on sait que c'est toxique. Ils le savent à l'époque, mais ils continuent de l'utiliser, de la porter et tout. Voilà, parce qu'il y a ceux qui font la teinture qui tombent malades, mais aussi ceux qui derrière vont porter l'étoffe. Hein. Et voilà, ils continuent quand même parce que voilà, par effet de mode parfois. Sachant dans le fois que le vert, c'est pas non plus la couleur la plus portée, même si c'est pas une couleur qui est boudée au même titre que le jaune. Vous voyez, on la trouve quand même un petit peu plus, même si elle est associée à des choses un peu négatives, parce qu'elle a aussi des côtés positifs, comme voilà, l'espoir, la fertilité, tout ça, et que certains verts sont très beaux et tiennent très bien à la coloration, comme le vert malachite. Voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là peut-être pour les couleurs, parce que voilà, sur le noir et tout, si j'aurais quelque chose à vous dire. Si sur le vert aussi, que ça enfin, parce que je vous l'ai pas demandé, mais à quoi ça vous fait penser le vert? Moi personnellement, on me dit vert, je pense nature, environnement, vous voyez, développement durable, tout ça, tout ça. Et en fait, le vert c'est aussi associé, donc n'hésitez pas à me dire vous, avant que je spoil tout, à quoi vous associez le vert. Mais en fait, c'est vrai que j'y pensais pas avant, mais maintenant que je l'ai lu et qu'il l'a dit et tout, je suis d'accord avec lui. En fait, le vert c'est aussi associé à la santé, et notamment, ça a été longtemps associé aux pharmacies. Alors aujourd'hui, un peu moins, maintenant les pharmacies elles sont vertes et bleues. Voilà, parce que le bleu ce serait peut-être plus propre, entre guillemets, comme couleur. Vous voyez, les couleurs bleu glacier, c'est associé au froid, à la propreté, voilà, c'est tellement éclatant que ça en devient bleu. Enfin, vous voyez, je sais pas si c'est comme ça qu'il le justifie en fait. Mais sinon, initialement, la santé aussi, elle est verte, elle est comme la nature, quoi. Donc voilà, donc ça c'est intéressant aussi, je trouve, de savoir à quoi nous on associe le vert aujourd'hui. Enfin, moi je sais pas, je vous dis vert, jamais j'associerais ça à la jalousie, enfin vous voyez, ou à un truc négatif, plutôt au contraire, le vert c'est positif pour moi comme couleur. Donc c'est. J'ai dit jalousie tout à l'heure? Non, je dis des bêtises, c'est pas la jalousie, c'est à l'avarice. Oui. Enfin, moi, je sais pas, le vert, je l'associe pas à l'argent, je l'associe plutôt à la nature. Donc voilà. Après, quelle couleur je l'associerai à l'argent? Je sais pas, je saurais pas dire. Donc voilà, donc on va pas parler spécialement du noir et du blanc, parce que je sais pas,
j'ai pas de gros souvenirs de ce qu'il dit dessus, hormis peut-être que initialement la dualité c'est pas noir-blanc, la dualité c'est rouge-blanc. Voilà. Par exemple, les jeux d'échecs, ils sont pas noir et blanc à la base, ils sont rouge et blanc. Voilà, on n'opposait pas le noir et le blanc initialement, ça c'est venu plus tard. Et probablement ça vient du cercle chromatique, hein, du classement. Sinon, il y avait un autre truc que moi j'avais trouvé ça intéressant quand je l'avais lu, c'est qu'en fait nos couleurs de base, nos concepts de base, ils sont compliqués à comprendre, même pour un enfant de comprendre, voilà, la couleur c'est jaune, mais l'objet c'est pas... Enfin vous voyez, dissocier l'objet d'une couleur c'est pas toujours évident. Enfin moi je suis en plein dedans avec ma fille qui a du mal avec, avec les couleurs et tout, enfin bref. Voilà, elle comprend quand on dit par exemple, elle a un jeu, c'est des ronds violets, des triangles verts, enfin voilà tout ça. Et en fait, quand on lui dit la forme, elle comprend très bien, mais quand on lui dit la couleur, elle a du mal, en fait, voilà, elle est plus sur les formes. Donc je trouve ça marrant de voir à quel point, en fait, nous, ça nous paraît évident, mais le concept, il n'est pas facile à intégrer, le concept de couleur. Et en fait, les couleurs de base, donc les 6 couleurs dont on a parlé, c'est vrai qu'ils sont des noms singuliers, entre guillemets, qu'on ne pourrait pas associer à autre chose. Enfin voilà, le vert, ça ne tire pas son nom d'un élément de la nature, alors que les couleurs dites secondaires, comme, je sais pas moi, le rose, le violet, il y a quoi d'autre comme couleur, j'en ai plus là, j'ai plus l'exemple, et bah tout ça ce sont comment dire, des mots qui viennent de choses qui existent, vous voyez. Une rose c'est une fleur, mais on a associé la couleur de la fleur. La violette c'est pareil. Enfin, voilà. Et donc il explique que pour les couleurs secondaires c'est souvent en fait des choses de la couleur qui après ont été utilisées pour désigner la couleur de façon globale. Je sais pas si je suis claire. Et je trouvais ça assez intéressant aussi. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi sur le... Comment dire, sur l'histoire des couleurs, c'est que ce qui a révolutionné un petit peu la couleur et leur usage et tout, notamment dans les vêtements, c'est la machine à laver. Puisqu'avant on utilise des couleurs, on achète voilà, des choses qui sont faciles et plutôt dans les termes de blanc, tout ça, parce que bah, voilà, ça se lave, on va dire, plus facilement, entre guillemets. Et il y a une grosse révolution de la machine à laver, en fait, dans l'emploi des couleurs dans le textile. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant aussi. Par exemple, bah, pour les couleurs associées au bébé, donc comme on disait la dernière fois, tout à l'heure pour vous, le bleu pour les garçons, le rose pour les filles, tout ça. En fait, ça vient très tard parce que initialement le bébé, en fait, il est juste en blanc, puisque bah voilà, le linge est blanc et on ne se prend pas la tête pour le colorer parce que de toute façon, voilà, il sera sali, ça sert à rien quoi. Alors que, en fait, jusqu'à la machine à laver, le linge de couleur, c'est vraiment quelque chose qui tient pas du luxe, mais vous voyez, c'est quelque chose quand même d'assez de très onéreux, enfin tout ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on utilise plutôt des couleurs marron, grises, voilà, des couleurs qui sont faciles à obtenir, alors que voilà, les pigments plus flash, on va dire que voilà, le jaune, le bleu, le rose, le violet, c'est pas des choses qu'on utilise particulièrement. D'ailleurs, le violet aussi, il en parle, Michel Bastoreau, en disant que c'est une couleur quand même très négative, elle aussi. Qui est en fait un sous-noir. Vous voyez, dans le spectre des couleurs du Moyen-Âge, le violet vient juste avant le noir. Je trouve ça assez intéressant. Voilà. Donc, si on classait les couleurs, nous, pas comme Newton, mais comme au Moyen-Âge, on mettrait donc nos violets pas loin du noir. Et le gris donc serait pas forcément avant le noir, contrairement à ce que nous on fait, puisque nous on fait un dégradé du blanc au noir en passant par le gris, mais eux, ils faisaient pas ce type de dégradé-là. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai quand même pas mal parlé et qu'il doit y avoir des lives qui vont s'enchaîner juste après moi. Donc j'espère quand même que cette petite vidéo culture vous aura plu, que vous aurez appris des trucs. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez appris, l'anecdote que vous avez préférée peut-être. Et si éventuellement voilà, ça vous interpelle et que potentiellement vous irez vous renseigner sur cet historien et que vous possiblement liriez ses ouvrages. Voilà, ça m'intéresserait de savoir. Parce que voilà, moi c'est vraiment quelque chose... que je trouve toujours intéressant. Après, je retiens pas tout parce que c'est pas le but de ce type de lecture. Enfin voilà, moi quand je le lis, c'est pas forcément pour. Enfin, si, je suis contente d'apprendre des trucs, mais vous voyez, je retiens pas tout. Alors là, j'avais pris quelques notes un petit peu comme ça, et puis j'avais essayé de me souvenir un peu de ce
ce que je savais parce que je voulais pas arriver devant vous. Bah, déjà, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, moi, en fait, non. Voilà, je voulais quand même avoir des points un petit peu à aborder avec vous, même si c'était un peu fouillis, j'ai essayé d'organiser à peu près quand même ma pensée. Donc n'hésitez pas à me dire voilà, si vous avez appris des choses, si ça vous a intéressé, et puis voilà, si le petit coloraton vous plaît, à quel live vous allez possiblement assister, puisque c'est pas évident de se libérer tout le week-end. Moi je sais que voilà, je vais pas pouvoir, mais voilà, sinon dites-moi quel live vous avez assisté ou vous allez assister. Voilà, j'imagine que hier soir, je crois que c'était Audrey et Camille qui faisaient les lives, ça a dû être bien animé, puisque Audrey fait tous les amis, et puis derrière enchaîner avec un live de Camille, ça devait être cool. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire voilà, si vous avez suivi le coloraton, ou si vous me trouvez sur ma vidéo et que vous n'étiez pas au courant du concept, c'est possible aussi. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite de passer une belle journée, une bonne fin de week-end, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo plus légère, hein. On ne fera pas culture toutes les semaines, parce que mine de rien, on n'est pas ici que pour s'ennuyer et apprendre des trucs. On est aussi là juste pour parler colo. Donc je vous abandonne sur ce, et puis je crois que celle qui suit, ça doit être Laurine, comme ça. Donc voilà, je lui souhaite un très bon live, et puis pour les autres, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!